RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec une star de Dordogne, une star de Bergerac. Il est là, le maître Yodu, toujours présent et qui va attaquer sa période d'affûtage. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? On appelle ça un doublé coupe championnat. Il a remporté le 5 km et le 10 km de Bergerac ce week-end, ça c'est beau. Ça c'est beau, à la maison en plus, à domicile. Ah ouais. Donc non, c'est d'ailleurs le content, titre. ouais. C'est le titre qu'on t'a mis pour YouTube. Hein. Tous ceux qui sont sur la chaîne RMC Running sur YouTube. Vainqueur du 5 km de palmarès de Yoann Bergerac. Durand se résume à avoir gagné le 5 km de Bergerac. Merci les gars. Quelle horreur. Bon, mais c'est déjà pas mal, écoute, je suis prophète en mon pays, donc tu vois, c'est déjà pas mal. Le mec, il a fait 2,9 au marathon, on lui met vainqueur du 5,4 Bergerac. 5 km de Bergerac, ah ouais, le manque de respect quoi, bon, c'est pas grave. Ça y est, on s'approche, nous sommes à J-12. Et ouais les gars, c'est la semaine prochaine, le Schneider Electric Marathon de Paris. Ça paraît fou, cette aventure a démarré il y a de nombreuses semaines et là on s'approche. Notre team est bien présente, vous allez le voir, on est avec Lucie, on est avec Mathieu, on est avec Hélène et avec Arnaud, on va prendre des nouvelles. Là c'était vraiment la dernière sortie longue ce week-end, on va rentrer dans la phase de repos, Johan, le repos pré-compétitif, ce qu'on appelle l'affûtage, tout à fait. Là, donc, après ça va devenir des lames de rasoir. Et voilà. Après avoir débriefé la semaine, on va vous donner les bons conseils pour réussir l'affûtage, comment ne pas basculer dans le désentraînement, mais comment également reposer le corps et l'esprit, Johan, pour être à fond le jour J. Hein, c'est ça le but. Exactement, ouais. C'est arriver frais et dispo, que ce soit musculairement et mentalement. Il faut avoir envie de bouffer les pavés parisiens dans 15 jours. Ouais. Et voilà. Et puis après, à la fin, vous connaissez le rituel. On aura les réponses aux questions que vous vous posez grâce au maître Yodu. Il va répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Si vous en avez d'ici la fin de la prépa marathon, d'ailleurs, n'hésitez pas. Podcast rmcrunning@gmail.com ou sur notre compte Instagram. C'est parti pour RMC Running. La team est là, bien présente. Lucie est avec moi en studio. Salut Lucie. Hello. Lucie, elle s'est envoyée la sortie longue ce matin. Donc les yeux sont petits. Elle sort d'un 21 km qu'elle a fait au pas de course parce qu'en plus, elle voulait être à l'heure pour le podcast. Ouais. C'est pour ça qu'elle est un peu KO. Mathieu est là également. Salut Mathieu. Salut. Et on salue également Hélène qui est à distance en direct de sa Normandie. Salut Hélène. Bonjour à tous. Et Arnaud est là lui aussi. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Alors, si vous nous suivez depuis le début de l'opération, vous le savez, il n'y a pas de réseau en Bretagne, donc il y a uniquement un lien sonore. Mais rassurez-vous, il est là. On va s'en sortir un jour. C'est avec fou ça. Hein. Je suis en noir et blanc, Il est en noir et blanc encore, c'est ça. Allons-y pour tous vos débriefs de la semaine. Vous le savez, j'attends une note sur 10 sur la fatigue, le plaisir, la difficulté de votre semaine. C'était la dernière semaine un peu chargée. Lucie, comment ça s'est passé ? On va la terminer aujourd'hui, la semaine, parce que c'est allé jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce que c'est vrai que sinon j'ai pas fait les kilomètres que j'étais censée faire. J'étais pas très en forme là en fin de semaine. Ouais. Du coup j'ai fait 20 km sur la semaine. Du coup c'est pour ça que j'ai fait la sortie longue ce matin pour me rattraper. Mais sinon du coup c'était très cool. Donc en termes de difficulté je vais dire 2. En termes de fatigue pareil 2, 3. Et par contre plaisir 8. C'est bien passé ce matin la sortie longue ? Ouais ça va. Bon, tant mieux. Mathieu. Écoute, je t'avoue que là, ça vivement le marathon, je te l'ai dit tout à l'heure. T'en as ras-le-bol. Pas ras-le-bol, mais ouais, là, non, c'est même pas ça. C'est que tu sais, là, on court, j'y vais plus par plaisir, là, j'y vais vraiment parce qu'il faut le faire. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire le marathon. Depuis, tu vois, samedi, le deuxième bloc de 6 km, je sais pas, ça m'a. Ouais. J'en avais marre, je me suis dit, allez, on le fait pour le faire, mais dans le but c'est vraiment le moment précis. Vous aviez 2 blocs de 6 km à l'heure marathon. Je me suis arrêté la récup de 30 et pour repartir, c'était compliqué. Ouais. En plus, j'ai pas mal bossé ce week-end, donc c'était en plus compliqué. Donc je sais pas si ça joue ou pas, mais là j'ai envie d'y être. Ouais. Donne-moi tes notes, alors, ça c'est révélateur. Le plaisir. 8, 7, 8 en ce moment. Ouais, c'est bien parce qu'il fait beau. Ouais. T'as vu, le temps est magnifique en ce moment. Et puis au niveau de la fatigue, c'est toujours lié au boulot. Les séances, ça passe. Franchement, je les passe facilement. Ouais. Ça passe. Et le plaisir, la fatigue. Et la difficulté. Et la difficulté, non, tout est passé. Tout passe dedans. Je me sens pas
dans le dur, mais c'est plus là, j'ai envie d'y être. Ouais. Ça commence à être long. Quand on arrive dans cette phase-là, de toute façon. Ah, c'est la pire. Voilà. On veut pas vous décourager, mais là, c'est vraiment pas les semaines agréables. Il y en a qui adorent, notamment Johan Durand, il pourra nous en parler. Mais l'affûtage, c'est toujours une période particulière. Non, mais tu passes, je passe de 180 bornes à 120 et tu veux que je me plaigne? Non, ouais, c'est vrai. C'est non, clair, ouais, c'est vrai. Ouais. On peut voir ça comme ça, tout à fait. Ah, vous êtes fous, hein. Arnaud, alors, toi, tes notes sur 10 sur la semaine qui vient de s'écouler. 50 km d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, 50 km, donc on commence à être constant par rapport aux dernières semaines. Ça fait maintenant 6-7 semaines que je dois être à 50-60 km. Donc un petit peu comme Mathieu, fatigué, mais en même temps j'ai hâte de voir si la préparation a vraiment servi et si j'ai les cannes pour aller affronter le marathon de Paris. Donc je suis toujours motivé, mais c'est vrai que j'ai une pointe de fatigue, quoi. C'est quoi tes notes alors? La fatigue, la difficulté, le plaisir? Plaisir, toujours à 10. Niveau de difficulté, toute relative la semaine dernière, on va dire 7 ou 8. Et puis la dernière, la fatigue, allait 5-6. Ok. Mais tu as raison, hein, on a hâte d'être au 13 avril pour voir si Johan Durand est vraiment pertinent en termes de coaching, hein, parce que c'est là qu'on va juger, évidemment. S'il n'y a pas de RP pour tout le monde, on va lui mettre la pression. Il y a 4 athlètes. Oui, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont rendre tout le matos qu'ils ont eu aussi. Si le coaching ça leur plaît pas, ça c'est du coaching mental. Bravo Johan. Voilà, les pressions commencent à arriver. Et les payeurs, va falloir les payer. Ouais, on va voir. Il est en forme. La pression, c'est bon ça. Hélène, ta semaine alors, comment ça s'est passé? Donc on a bien réduit le volume, puisque là je dois être entre 57 et 58 km. Donc j'ai à peu près eu les mêmes séances que Mathieu, avec la sortie longue avec 2 blocs, 2 fois 6 km à Lyon Marathon, que j'ai passé en 4,31. Donc voilà, c'était pas facile, mais c'est passé. Okay. Niveau de fatigue, je dirais quand même 7, puisque j'ai une bonne pharyngite. Donc les poumons c'est compliqué, le nez c'est encore bien pris, mais comme il a dit Johan la semaine dernière, vaut mieux maintenant que dans un peu plus de 10 jours. Donc là, c'est ce que je disais, les nids à microbes, je vais les éviter et je vais soigner tout ça. Et donc un peu fatigué quand même, sinon plaisir toujours sur 8 sur 10. Un peu moins de doute. Donc là, pareil, vu que le volume diminue, je pense que je vais aussi me préparer un peu plus mentalement. Et sinon, difficulté, 6-7 quand même, parce que les séances sont passées, mais pas les allures pas faciles, quoi. Pas les doigts dans le nez, quoi. Mais en tout cas, c'est fait et c'est une bonne chose de faite. Profitons d'Arnaud, parce qu'Arnaud va devoir nous quitter avant la fin de cet épisode. Arnaud, j'ai en détail d'ailleurs les séances que tu as réalisées la semaine dernière. Je vois un beau fractionné du 4x500, 4x200, 4x500. C'était le 27 mars, tu as fait ça sur la pause déj, j'imagine. Ça, c'était peut-être la séance la plus compliquée de la semaine, Arnaud ? Ouais, la séance la plus compliquée et la partie du milieu de la séance de fractionné était la plus dure à tenir. Ouais, c'est là où j'avais la sensation d'être en fin de préparation. Ouais. C'est sur les 200 mètres. Sur les 200 mètres. Ouais, sur les 200 mètres, j'ai senti que ça tirait. Ouais. Et après, tu as refini avec une série de 500 mètres. C'est normal, c'est le manque de C'est une belle séance de fractionné, ça, Yodu. C'est des séances difficiles. Oui, c'est pas une séance facile. Après, c'est qu'elles sont faites sur de la fatigue physique, de la fatigue un peu nerveuse, de la fatigue mentale, parce on sait qu'on va entamer cette fameuse période délicate d'affûtage. Donc effectivement, t'es un peu entre deux eaux, parce que t'aimerais avoir des bonnes sensations, t'aimerais te rassurer, t'aimerais aller vite, sauf que tu sais qu'il faut pas le faire, donc tu te freines. D'un autre côté, mentalement, ça commence à tirer et t'es un petit peu usé. On le voit, ils le disent un peu tous. Et c'est vrai que c'est souvent ça, les fins de prépa marathon. C'est un mélange d'excitation et de fatigue. Donc l'important c'était de passer ces séances-là, cette dernière semaine, un peu de travail. Et puis maintenant, les 15 derniers jours, ça va être vraiment une période un peu plus light. Ouais. Et normalement, on va retrouver de la fraîcheur mentale surtout. Là, j'appréhende un petit peu la toute dernière semaine psychologiquement.
Tu vois, là, je suis plus dans cette phase-là de me dire, quand tu ne voudras faire qu'une seule ou 2 sorties avant le marathon, de me dire, bon, il faudra bien manger, bien dormir, comme dirait Kylian. Ouais. Mais tu vois où je veux en venir, c'est plus ça, en fait. Ouais, alors après, c'est l'intérêt des conseils qu'on va donner aujourd'hui, de toute façon. C'est bien gérer cette période qui est délicate, même mentalement d'ailleurs. T'as raison, Arnaud. Et Yodu, c'est là qu'il faut être bon, d'ailleurs. C'est mentalement, ouais. Parce que tu commences à stresser à l'approche du marathon, tu commences il faut pas oublier tes affaires, tu commences à acheter tous les derniers trucs qui te manquent. Enfin, c'est vrai que il y a le stress qui monte progressivement, quoi. Et t'as pas envie de rendre le matos à la fin. C'est ça le truc. Arnaud, un mot sur la sortie longue avant de te laisser. Comment ça s'est passé? C'est 20 km, 1h55. Bien accompagné apparemment d'ailleurs, c'est ce que tu as mis sur ce travail. Ouais, c'est ça. J'étais avec des copains et je pense que ça aide aussi. On l'a fait sur mon rythme, sur le tempo qui était prévu pour moi. Ouais. Mais pour le coup, non, j'ai pas vu le temps passer. Des jambes, petite séance de complexe qui va bien après pour récupérer. Ouais. Donc non, franchement, des super ressentis. Ça m'a permis encore plus de me rassurer. Bon, tant mieux. Merci Arnaud. On te laisse filer à la banque pour ton rendez-vous. Signe-nous. Merci tout le monde. Un magnifique PEL. On compte sur toi. Merci Arnaud. Et on te dit à la semaine prochaine. Ciao Arnaud, merci. Salut Arnaud. Ciao. On a le temps de s'intéresser à notre champion quand même, Yoann Durand. Comment s'est passé cette semaine? Tu nous auras fait de belles dingueries sur toute cette prépa. Il y en a encore eu une donc le week-end dernier avec cette course à domicile, le 5 km et le 10 km. Tu m'as confié d'ailleurs hier que le 5K, tu l'avais fait un peu trop vite, quoi. J'ai pris un tir. Mon coach, il était sur la ligne d'arrivée quand j'ai vu son regard, quand il a vu le panneau d'affichage. Il avait moins de 15 alors qu'il m'avait dit 15-20 et je dois le courir en moins de 15 et donc il était pas trop content, sachant que toute la semaine j'ai fait des trucs un peu plus vite que ce qu'il m'avait donné, donc même là du coup je ressens ce que lui, en fait, moi quand je te donne un entraînement et que tu vas trop vite et que ça je me dis bon, ok, d'accord, il est joueur et tout, du coup je ressens ce que ressent mon coach, tu vois. Et moi, tu me le dis pas quand t'es énervé, rarement, c'est vrai. Tu me pourris pas. Non, parce qu'après, c'est à toi d'assumer. Plus tu vas vite. C'est ça le truc. Non, mais pour l'instant, t'assumes parfaitement les allures et les chronos, donc il n'y a rien à dire. Mais ouais, l'idée, c'était de faire un bloc quantité comme ça de 5 plus 10 km allure marathon et de profiter que c'était la course à Bergerac. Donc voilà, et c'était. Je les ai courus allure marathon. Il y a qu'un truc qui me chagrine un peu et qui me fait un peu peur, c'est que j'ai trouvé que la fréquence cardiaque était un petit peu haute. Donc il va falloir que je vois sur les prochaines les 2 dernières spé que je vais avoir, la J-10 et la J-7, voir si c'est toujours un petit peu haut. Ça peut être lié à quoi? La fatigue, un petit virus qui couve, c'est quoi? Ouais, possible à la fatigue générale, je pense. Comment? T'as couru le soir, non? Ça joue pas, ça? Ouais, j'ai couru le soir en soirée. En plus, il faisait nuit. Il faisait nuit, donc c'était pas forcément évident de courir de nuit. Tu sais, dans les rues, elles étaient éclairées, mais pas un gros éclairage de centre-ville, donc c'était un petit peu sombre. C'est pas Manhattan. Ouais, c'est ça. On n'est pas Las Vegas là. On n'a pas les mêmes budgets. Et la veille, j'avais fait du seuil. J'ai pas rien fait cette semaine non plus. Le mercredi, pareil, j'avais fait une grosse séance de tempo. Donc, il faut que je vérifie cette petite fréquence cardiaque qui me semble un petit peu élevée par rapport à mes allures. Et si c'est le cas, faudra peut-être qu'on parte peut-être un petit peu prudemment sur la première partie, parce que autant j'ai des bonnes jambes, autant cette fréquence cardiaque assez élevée, ça m'inquiète un peu, ouais. Ça, c'est intéressant. Lui qui est athlète pro, il va affiner son objectif jusqu'au dernier jour avant le marathon, quoi. Tu tiens vraiment compte de ta sensation jusqu'au bout, quoi. Ouais, j'ai l'impression que 3-4, 3-5, finalement, au niveau des jambes, j'ai l'impression d'être super à l'aise. Et peut-être 3-4, qu'au niveau du kilo, 3-4, 3-5 au kilo, pardon. C'est pas 3h04 au marathon, c'est 3-4, 3-5, 19,4 et km/h. Et du coup, effectivement, je trouve que ma fréquence cardiaque est un petit peu haute. Et donc peut-être que je me pose la question de peut-être partir plutôt sur 3-5, 3-6 sur la première partie. Et puis, écoute, si ça va finir vite, mais peut-être l'idée de ce marathon de Paris, je savais que je pouvais. Enfin,
pour battre son record au marathon de Paris, il faut vraiment être très fort. Et c'était plutôt une étape pour peut-être Berlin en septembre ou Valence en décembre, repasser un marathon pour refaire une prépa, refaire une étape, tester des nouveaux trucs. J'ai testé mes blocs de 3 jours et tout ça. Donc peut-être pas prendre de risques sur le marathon de Paris, on verra. Et quand tu dis, Johan, que t'es haut, c'est quoi là en fait? T'es à combien d'habitude et après t'es à combien? Enfin, là, normalement, j'estime que je serais plus à 165 BPM sur mes allures marathon. Et là, grosso modo, j'étais plus à 168, 169, même une petite dérive à la fin à 170, 171. Donc, tu vois, il y a quand même 5-6 pulses. Donc, peut-être que c'est uniquement lié à la fatigue et le fait de faire de l'affûtage cette semaine, de faire de la régénération, ça va re-rentrer dans l'ordre. Et peut-être sur les dernières séances, samedi et dimanche, ça sera nickel. Mais si c'est pas le cas, effectivement, je me poserai la question de partir peut-être un peu moins vite. Ouais. Ce qui est beau, c'est de voir la précision d'un athlète comme ça. C'est fou, à 1 seconde près au kilomètre et au battement par minute. Alors les battements par minute, c'est un peu lié à tout le monde. Lorsque vous observez vraiment les données, vous savez à peu près dans quelle zone vous vous situez sur les différents efforts, marathon, semi ou 10. Mais lui, il est à la seconde sur le kilomètre, quoi. Donc c'est vrai que c'est comme des Formule 1 en fait. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit Mathieu, et j'aimerais bien avoir l'avis des autres, c'est cet état d'esprit. La prépa a été longue, on vous a sélectionné mi-décembre, on a fait une prépa de 12 semaines, donc la charge est montée progressivement. Il y a aussi vos problématiques personnelles à côté de ça, problématiques professionnelles, etc. Est-ce que vous ressentez un peu cette lassitude ou est-ce que vous avez hâte d'y être désormais? Lucie, t'es dans quel état d'esprit, toi qui vas découvrir le marathon d'ailleurs la semaine prochaine? Un peu mitigé. D'un côté, j'ai super hâte, ça y est, d'y arriver et d'en finir, comme dit Mathieu. Et de l'autre, je suis un peu dans le déni aussi. Je me dis, dans 12 jours, là, on doit faire un marathon. Tu réalises pas encore. Ah ouais, non, pas du tout. Donc, bon. T'as pas l'impatience d'y être? T'as pas l'excitation? Si, quand même. Un peu. Ouais. Hélène, t'es comment, toi, alors? Moi, j'ai hâte d'y être. Et là, justement, comme ce que je disais, comme les séances vont ralentir, puisqu'on n'en a plus que 4 cette semaine et 2 la semaine prochaine, je vais en profiter, comme j'avais beaucoup de doutes, pour essayer de remotiver, vraiment de me rebooster et rester positive. Et puis aussi, tout ce qui est organisation, préparer un petit peu aussi en amont comment gérer tout ça, quoi. Ça sera le thème de la séance la semaine prochaine, c'est vraiment les derniers conseils pour optimiser tout. Hein. Donc les conseils logistiques, pratiques, sommeil, orientation et tout, ne rien oublier. C'est pour ça qu'on parle de l'affûtage dès cette semaine. Et Johan, on va y aller tout de suite, on va attaquer. Vas-y, Hélène. On avait, ça a commencé avec un retard de la SNCF et vous voyez, là, j'ai voulu prendre les billets, il n'y a pas de train du tout le samedi et le dimanche, par exemple. Ah, ça y est, quoi. Ah oui, là, il y a coup de stress. Voilà. Au moins, voilà. Ouais. Donc ça c'est fait. Donc c'est tout ce côté, un peu organisation aussi à laquelle je vais m'attaquer cette semaine. Quoi. C'est vrai. Comme quoi il faut. Mais Arnaud, il a bien résumé. En fait, c'est, tu vois, moi, par exemple, qui me suis jamais entraîné correctement, j'ai envie d'y être pour voir justement si ça paye. Ouais, il a bien résumé. Voilà. Si Johan Durand est coach ou influenceur, c'est une arnaque ou pas? Je comprends. Alors moi, je vous dis que non, parce que moi, il m'entraîne depuis des années. J'ai que 100% de bons résultats. Après, si tu m'as mis des peintres, si vous avez sélectionné des peintres, c'est plus mon problème. Non, c'est vrai. Non, puis parce que sur les autres prépas, ça a marché. Hein. Exact. On sait, toi et moi, que si ça foire, c'est Florian Idziak, le responsable. C'est lui qui les a coachés. Donc, non, mais évidemment. Il n'y a pas de pression à avoir, les gars. Non, ça sera prendre du plaisir, bien évidemment. Avant de passer à la séance, on a une forte pensée pour Mariette. Et oui, parce que Mariette, c'est le membre de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui. Mariette, elle fait une très belle prépa. Alors, comment s'est passée sa semaine? On va voir ça tout de suite. Salut à tous, petit débrief de la semaine. Je vais commencer par les notes. Pour la fatigue, aujourd'hui, cette semaine un petit peu plus compliquée. J'ai été un peu malade, donc je dirais 6-7 en fatigue. Difficulté, ça a été globalement, sauf pareil, la sortie ce matin un peu plus compliquée, donc je vais dire 6-7 aussi. Et plaisir, toujours contente, donc je mettrai une note de 8-9. La semaine s'est bien passée, on a eu un début de semaine un petit peu plus tranquille avec plutôt des footings. Vendredi un peu d'intensité avec une séance piste avec pas mal de 500 et de 400 mais c'était sympa aussi, ça remettait un peu de variété. Et ce matin, sortie longue de 19 km avec 3 fois 3 km allée en marathon, qui a été un petit peu compliquée, mais contente quand même qu'elle soit derrière moi. Et puis maintenant, je vais me concentrer sur les 2 dernières semaines de prépa
pour arriver à l'objectif final. Voilà, salut à tous. Et on l'embrasse, Mariette. On sent que c'est la fin, Johan, quand même. Hein. L'affûtage arrive au bon moment, quoi. Ça y est. Ouais, c'est ça. Il est temps de lâcher un peu la bride de l'entraînement, du volume et de les laisser tranquilles maintenant. Exactement. Allez, on passe tout de suite à la séance. RMC. La séance. L'affûtage, donc, cette période de 15 jours, ça dépend évidemment de la distance que vous préparez. Si c'est un 10 km, c'est beaucoup plus court. Pour un marathon, en général, c'est 15 jours à 3 semaines. Pour un semi, ça peut être une dizaine de jours. Le but, c'est de régénérer l'organisme et aussi souffler mentalement après des semaines difficiles de préparation. C'est une étape fondamentale, Johan, pour réussir son marathon. On est obligé de passer par là, de relâcher un peu l'entraînement pour être bon le jour J. Ouais, t'es obligé de ralentir effectivement l'entraînement pour arriver frais le jour J et performant. L'objectif, en fait, c'est de réduire la fatigue que tu as accumulée pendant toutes ces semaines de préparation. Là, on était sur un dernier gros cycle de 3 semaines. Donc, du coup, c'est de régénérer l'organisme tout en maintenant, la difficulté, c'est ça, c'est de maintenir quand même les acquis de l'entraînement. C'est-à-dire que tu dois pas non plus arriver désentraîné. C'est pour ça que tu fais pas non plus 15 jours de repos les 15 derniers jours. Il faut mettre des petites piqûres de rappel, des petites séances comme ça d'allure pour non plus pour avoir des sensations le jour J. Parce que si tu fais rien, les premiers kilos, l'organisme il s'est endormi. Il va se dire mais qu'est-ce que tu me fais ? Ça fait 15 jours que je fais plus rien. Donc il sera pas prêt, ouais. Quelle est la clé ? Parce qu'on va réduire le volume, la fréquence, l'intensité. Comment trouver le juste milieu ? Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui nous suivent, à Lucie, à Mariette, Hélène, Mathieu, Arnaud ? Comment on va gérer ça, justement, ce bon dosage ? Il faut réduire de façon progressive. C'est comme dans l'entraînement, dans la progressivité quand on parle d'augmentation des volumes. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que de la semaine de S-3 à S-2, je réduis d'environ 20%. De nouveau de S-3 à S-2, je réduis de nouveau de 20%. Et dans la dernière semaine, je me contente de 30% de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ça veut dire que si j'étais un coureur qui courait 60 km par semaine, je passe à 40, puis je passe à 30. Et la dernière semaine, je suis à 20 km avant mon marathon. Et c'est comme ça en graduant progressivement. Et c'est pareil sur le volume des séances. La séance, par exemple, typique à S-3, elle faisait 20 km, généralement entre 20 et 25 km d'allure marathon. La semaine à J-15, elle fait entre 12 et 18 km maximum d'allure marathon. Et la dernière semaine à J-7, elle fait entre 8 et 12 km d'allure marathon. Donc on passe de 20 à 25 à entre 12 et 18 à grosso modo 8 et 12 après pour la dernière semaine. Donc c'est pareil en termes de volume sur les séances spécifiques. Elles sont divisées elles sont diminuées comme ça, pareil, de façon très progressive, ouais. Il vaut mieux réduire le nombre de séances ou la durée des séances ou les deux ? Les deux, tu peux réduire les deux. Après, tu dois quand même garder de l'intensité. C'est ça, si tu réduis le volume des séances, il faut quand même maintenir l'intensité. Tu cours quand même à ton allure marathon, tu fais quand même des lignes droites, tu fais quand même des séances VMA, mais au lieu qu'elles fassent un certain volume, elles font 20 à 30% de volume en moins. Et c'est pareil sur les footings. Si j'avais l'habitude de m'entraîner 5 fois par semaine, là je vais passer à 4 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Tout en réduisant un peu l'allure, les intensités et la vitesse, ouais. Est-ce que vous avez un peu le programme que Flo vous a préparé cette semaine ? Vous savez à quoi ça ressemble ? C'est ce qu'il a dit. Ça réduit le kilométrage avec toujours de l'intensité, avec des petits intervalles. Je crois moi personnellement, j'ai 2 fois 6, 1 minute 30. Enfin, le premier bloc, 6 fois 1 minute 30 avec une récup assez pincée, il me semble. Et après, le deuxième bloc de 1 minute. Voilà. Et j'ai de l'EF. Sans objectif d'allure, il t'a mis ça à la sensation il m'en a mis avec de l'allure marathon. Okay. Et il m'a mis sur piste, je vais aller faire, c'est autour de 3,50 et 4 minutes, la minute 30, la minute. Okay. Et j'ai des blocs, je sais plus c'est quoi exactement, mais en gros c'est l'allure marathon à répéter, ouais. T'as combien de séances cette semaine ? J'en ai 4. 4. Et t'étais à 5 séances jusqu'à la semaine dernière ? 5, ouais. Ok. Lucie, c'est pareil, le nombre de séances diminue, tu sais ?
Alors moi, ça va être un peu particulier. Parce que tu as fait la sortie longue ce matin. Là, je suis censée avoir 4 séances, mais du coup, j'aurais fait 20 km la semaine dernière, et là, je suis censée en faire 50, donc je vais voir avec le coach si tu adaptes un peu. Si j'adapte un peu, mais j'ai une séance aussi de vitesse, là, cette semaine. Ok. Et après, deux autres sorties assez cool. Hélène, toi, tu as à peu près le même programme que Mathieu ? Ouais, à peu près, c'est ça. Aujourd'hui, c'était une heure de récupération. Mercredi, ça va être 5 fois 1 minute, 1 minute, 5 fois 1 30, et 3 fois 2 minutes, 2 minutes, mais à 95% de VMA, donc on va encore aller chercher un peu de vitesse. Ouais. Et après, le vendredi, j'ai 1h15 en endurance, et le dimanche, j'ai une sortie d'1h15 avec 6 fois 3 minutes à Lyon Marathon. Yodu, qu'est-ce que tu fais cette semaine ? Je sais pas, j'ai pas encore mon plan. Faut que je vois avec le coach, mais généralement c'est des séances. J'aurai certainement un petit fartlek comme tout le monde là, avec des 1 ou des 1:30, une petite VMA, mais plutôt en nature que sur piste. Je pense que j'aurai une séance de tempo à J-10 sur 20-25 minutes d'effort avec peut-être 3 fois 8 minutes ou 3 fois 10 minutes, un truc comme ça un peu au seuil. Et dimanche, moi j'ai toujours mes habitudes, je fais généralement soit 8 km allure marathon, soit 2 fois 4 km ou 2 fois 5 km. Ça on verra avec le coach un peu au feeling, suivant le milieu de semaine, suivant comment je me sens. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour la dernière sortie longue, entre guillemets, c'est la dernière répétition d'allure marathon ? Si on la place le week-end, c'est forcément le dimanche, une semaine avant la course, ou vaut mieux la placer le samedi ? Non, ça c'est pas forcément obligatoire le samedi ou le dimanche. C'est pas là, il y a pas c'est pas gênant par rapport à ça. Juste à respecter les allures. Ça sert à rien de se rassurer, ça sert à rien d'aller taper 20 ou 25 km à J-7, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment faire confiance à ça. Faut pas faire non plus confiance à ces sensations à J-7 parce que souvent des fois j'ai eu des sensations un peu biaisées parce que le fait de faire cette période d'affûtage fait que du coup on a une sensation un peu bizarre, des fois on a du mal à mettre en rythme et tout, un peu mou, c'est ça, un peu mou, et donc du coup ne pas se fier à ça pour le jour J, vraiment le jour J, et ça sera vraiment un autre jour. Donc mais par contre bien travailler, c'est le dernier moment pour vraiment tester ses chaussures, pour tester ses chaussettes, pour tester ses gels, pour tester son short, pour tester son débardeur, savoir comment je m'habille et tout. Là c'est vraiment la dernière séance, donc là c'est la dernière répète. Et puis après, il faut juste avoir envie de courir. Là, normalement, l'envie va revenir à partir dans la dernière semaine, c'est sûr et certain. On dirait Johnny Hallyday, quoi. L'envie d'avoir envie. Exactement. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de séance test. Moi, je m'attendais à une séance test pour tout le monde à J-10, tu vois, par exemple. Les fameux 800, la séance test pour eux, elle a été faite c'était leur fameux 30 km à 3 semaines. Après, il y a la fameuse séance Yago là, de 10 x 800 allure marathon. Ça peut se faire, hein. Moi je l'ai eu fait qu'une seule fois dans mes prépas, et la séance s'était pas bien passée justement. Tu remercier le coach de ne pas l'avoir fait celle-là. Le 10 x 800 ça pique. Ça te donne le temps, c'est ça. En fait, si tu fais 10 x 800 et que tu tournes les 800 en 3 minutes de moyenne, tu peux te dire que tu peux partir sur 3 heures au marathon. Et toi, Yoann, quand tu l'avais fait, ça t'avait donné quoi ? Ça marche, ça ? Non, justement, ça m'avait pas mis en confiance. 59 records du monde. Non, justement, ça m'avait pas mis en confiance. J'étais en 2:12, 2:13, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je sentais que j'étais pas saignant sur la séance, et du coup ça m'avait mis un petit coup au moral pour le marathon, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu risqué de faire ce genre de séance, parce que c'est pas une période où et parce que si tu veux être dans les chronos, tu forces pour passer la séance, et derrière après, est-ce qu'il y a un intérêt pour le marathon d'avoir forcé comme ça sur un volume de 8 km à J-10 sur des allures qui sont nettement plus rapides que ton allure marathon? En plus, je préfère faire du tempo et de l'allure marathon, du classique, quelque chose que je connais, que le 800 qui est une VMA longue, en fait, parce que 10 x 800 c'est une VMA longue et qui est pas facile. Tous nos membres ont fait du renfo tout au long de cette prépa.
sauf Mathieu, évidemment, qui préfère faire un régime coca-smecta, évidemment. Régime dissocié, kebab, voilà. Un jour kebab, un jour exactement. Pizza. Comment on gère le renfort pendant l'affûtage ? Est-ce que là aussi on réduit progressivement ? Est-ce qu'on en profite pour en faire plus ? Comment ça se passe ? Non, ouais, c'est pareil. C'est comme la course à pied, faut le réduire de façon progressive. Faut pas non plus l'arrêter, surtout si on a des pathologies type tendinite et tout. Moi, c'est ce qui m'était arrivé il y a 2 ans avec ma tendinite au genou et j'avais arrêté totalement le renfort les 15 derniers jours et la tendinite s'était un petit peu réveillé. Donc on ne stoppe pas totalement le renfort, mais on enlève les charges lourdes, on fait plus trop de vraies musculations pures. On se contente de vraiment des petites séances de renfort plutôt courtes, plutôt par contre avec des petites répétitions. Mais on l'enlève pas complètement. Et par contre, c'est pas parce que je fais moins de volume que j'en profite pour me buter à la salle. Ça sert à rien d'arriver musculeux comme un fou. Faut aussi garder. C'est du temps. Cet entraînement-là, c'est du temps que vous avez plus pour vous reposer, pour bien s'alimenter, pour bien s'hydrater, pour bien se reposer. Donc c'est pas le moment d'aller faire parce que je cours pas, d'aller faire un autre sport, de se dire bon bah je vais aller jouer au paddle vu que j'ai plus ma séance de course à pied. Ouais. Voilà, c'est pas le moment d'aller à la salle faire des heures à la salle. Ouais. Faut se reposer. Est-ce que vous savez ce que c'est que le régime dissocié scandinave ? Ouais, j'en ai déjà entendu parler. On a déjà entendu parler. Ouais. Hélène, est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle aussi. C'est donc ce régime à la mode, Yodu, avant les grandes échéances en course à pied sur les sports d'endurance. Tu vas nous rappeler ce que c'est exactement, mais pour vulgariser, c'est de J-7, je crois, jusqu'à J-5, J-4. Tu enlèves tout le sucre de ton alimentation, donc tu enlèves tous les glucides, tu te contentes, voilà, tu manges des œufs et des brocolis. En gros, à peu près. T'as envie de tuer quelqu'un au bout de 2 jours, mais l'idée c'est de vider... à bloc les recharges glucidiques pour ensuite faire un énorme apport et avoir les batteries rechargées au maximum. Est-ce que tu le conseilles à tous ceux qu'on encadre et à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes et sur tous nos réseaux sociaux, ou est-ce que tu dis attention, si vous ne l'avez pas testé, si c'est votre grande échéance de l'année, c'est pas le moment de tester n'importe quoi? Ouais, c'est pas le moment de tester n'importe quoi. Effectivement, on en avait discuté avec des diététiciens sur ce podcast. On en avait fait des épisodes un peu spéciaux. Et c'est vrai que c'est risqué parce que le fait d'enlever de ton organisme pendant 3 jours les sucres, là on voit qu'on est vraiment dépendant au sucre, parce que je te jure que c'est vraiment compliqué de bannir tous les glucides de l'alimentation. Donc déjà tu changes ton alimentation, ça te crée des petits problèmes, ça peut te créer des déséquilibres intestinaux qui fait que tu peux commencer à avoir mal au ventre et tout ça à J-5 de ton marathon. En plus les dernières séances, la séance du mardi, la séance à J-5 qui est ta vraiment dernière séance, rappel d'allure et tout, tu l'as fait mais sans aucun carburant, donc autant te dire que tu termines, t'es un mort-vivant, t'es blanc, t'es pâle et tu te dis mais j'ai un marathon dans 5 jours, je tiens même pas l'allure, donc tu te mets le Bronx dans ta tête. Donc effectivement, c'est un pari risqué que de le faire. Moi, je le conseille de le faire, mais plutôt sur, pourquoi pas, sur un semi ou sur une première compétition, peut-être pas un marathon directement. Ouais, pas l'objectif de l'année, quoi. Pas l'objectif de sa saison. Si ce marathon de Paris, c'est mon premier et que je sais que derrière, je vais en courir d'autres pour aller chercher des RP et tout, j'ai envie de dire, bah ouais, tu peux... teste, vas-y, t'as rien à perdre, c'est pas ton objectif, c'est ton premier, teste, tu verras bien. Mais voilà, l'idée c'est de quand même pas supprimer, on en a discuté avec les diététiciens, c'est de pas supprimer tous les glucides de son alimentation, d'en garder un petit peu. Moi je sais que quand je le faisais, je gardais quand même mes tartines de pain le matin, mais j'enlevais le miel, j'enlève le sucre du café, j'enlève les pâtes, je gardais un fruit au niveau de la collation, et après tout ce qu'il y a autour, il y avait plus de glucides, il y avait plus de glucides pendant les repas, c'était vraiment que des par base de légumes, de fibres ou de protéines, et donc du coup c'est délicat. Mais par contre à partir du mercredi, l'idée c'est de recharger pour que le dimanche en fait ton organisme s'est dit vu que j'avais eu ce déficit en glucides, je vais en stocker plus. C'est la réaction normale du corps. Mais quand tu remets tout d'un coup, Mathieu il est en PLS, je te le dis. Mais quand tu remets tout d'un coup, t'es pas fatigué? Ouais. Bah ouais, non, mais tu te sens pas fatigué?
Non, bah si, tu es Obélix quoi. Tu as l'impression de manger tout le temps. Tu manges parce que tu augmentes la part de féculents du mercredi au vendredi. Et après, moi, je revenais à des portions normales le samedi pour pas non plus créer un déséquilibre et arriver avec un bide complètement explosé. Mais le fait de recharger en féculents forts, tu peux même associer ça à une prise de maltodextrine, la boisson d'effort qui te permet aussi d'apporter des glucides via la boisson. Ça peut être hyper intéressant. Ouais. Mais c'est un pari risqué, donc renseignez-vous. Il faut vraiment être suivi, je pense, par un diététicien ou alors vraiment bien se connaître pour le tester. Ouais. Tu vas le faire, toi, Yodu ? Je pense que je vais le faire, ouais. Je pense que je vais le refaire. Je l'avais pas fait pour Valence, mais je l'avais fait pour tous mes autres marathons et je vais le refaire cette année, ouais. Mais comme je le dis, je maintiens un petit. T'imagines plus de coca, mec. Non, mais ce qu'on fait. Mathieu, si t'atteins pas ton objectif, on va te demander de le faire pendant une semaine. C'est pas possible. Voilà. Moi, je pense à ta femme et tes enfants, ils vont vivre un calvaire. T'imagines ? C'est l'horreur. Sans le sucre, c'est compliqué. C'est sûr. Ouais. Ah non, mais ça vous tente pas, les filles ? Pas du tout. Pas du tout, Lucie. Hélène, toi, non plus ? Non plus. Non. Bon, je serai tout seul alors. Au-delà de ce régime, Johan, est-ce que c'est le moment d'être vraiment vigilant par rapport à la nutrition, justement ? Tu parlais de sommeil, il faut essayer de dormir le plus possible. Évidemment, la dernière semaine, on y pense à bloc parce qu'on essaye d'optimiser tous les curseurs comme ça. Dès maintenant, tu penses qu'il faut faire un peu attention à son assiette ? Il faut limiter les excès. Ouais. Ah oui, là c'est le moment de bien faire le taf, ouais. C'est-à-dire que moi pendant la prépa, généralement, je me prends pas trop la tête et je prends pas trop la tête avec les athlètes ou les conseils. Je dis toujours faites-vous plaisir. Si vous devez prendre un aliment plaisir, pourquoi pas. Mais là, c'est terminé. Là c'est dommage, mais devant moi il y a un panneau où il y a écrit J-15, plus de pizza, plus de cookies. C'est écrit et du coup je m'y tiens. Donc effectivement non, là il y a plus de cochonneries, il y a plus rien. C'est vraiment là c'est les 15 jours où faut faire attention à ce qu'on mange, faut faire le taf, faut vraiment emmagasiner, faut bien dormir, bien récupérer. C'est vraiment ces 15 jours là qui sont importants pour arriver frais le jour J. Et au-delà de l'alimentation et du sommeil, il y a aussi ne pas tomber malade. Voilà, là c'est un peu le risque de tout le monde, le stress. Tu m'as envoyé un message en me disant faut mettre le masque FFP2, mais c'est vrai que là je vais commencer à plus aller faire des gros bisous à mes neveux de 4 ans qui à la maternelle ont chopé toutes les bactéries du monde. Là c'est terminé les câlins, là c'est tu m'approches pas et on verra ça plus tard. Là faut vraiment faire attention parce qu'en plus là il commence à faire chaud, tu te dis vas-y je vais aller courir en t-shirt et puis le coup de froid il est vite arrivé, donc attention à ça aussi. Est-ce que globalement les filles vous surveillez ce que vous mangez ou pas particulièrement ? Lucie, tu fais attention ? Là, pas trop. Il va falloir s'y mettre. Ouais, j'y pensais parce qu'avec le coach, on a un groupe et c'est pas rare qu'on s'envoie des petites photos de nos desserts. Là, va falloir arrêter même Mathieu, tout ça. Même Mathieu, il a envoyé ses desserts ou pas ? Il nous parle de ses céréales là. Ah ouais, ok. Je suis plus dans les glaces en ce moment. J'arrête là. Il a dit 15 jours, je suis bon. Là, c'était mon dernier Kinder Country. Tout à l'heure, j'arrête. Tu vas arrêter vraiment ? Voilà, je vais essayer. Ok. Je vais essayer. Bon, on va se renseigner. Je vais faire le jeûne intermittent. Ça marche ou pas, Johan, si je prends pas de sucre pendant 16 heures Tu vas encore plus te fatiguer, mon vieux. Non, on va faire attention. Hélène, tu fais attention ? Ouais, je fais attention. Et là, je vais faire davantage attention. Puis c'est vrai que comme au niveau sommeil, je sais que je peux pas optimiser. Du coup, je mets l'accent aussi sur la nutrition parce qu'il y a un des paramètres que je maîtrise pas. Donc au moins celui-ci, je peux jouer dessus. Donc j'essaye de l'optimiser. T'as bien raison. Comment on gère la caféine ? Parce que ça peut être une question pour certains aussi, ceux qui consomment beaucoup de café. Le jour de la course ? Non, là dans cette période, est-ce qu'on continue à boire du café comme on en a l'habitude ? Ouais, là, je sais pas ça. Effectivement, je suis pas persuadé que. Alors, il faut éviter les cafés après 16 heures pour quand même. Par rapport au sommeil, mais non, ceux qui ont l'habitude de boire du café, tu sais, à partir du moment où tu as créé une accoutumance, c'est compliqué de s'en passer pour ceux qui boivent beaucoup de café, donc là-dessus, j'irai pas les tatillonner ou leur dire c'est pas bien. Autant si je les surprends avec un burger ou une pizza ou un gros plat en sauce, une raclette, un truc du genre, là oui, mais sur le café, non, je les laisse tranquilles parce que c'est vrai que ça reste un plaisir. pour eux.
Ouais, c'est un plaisir pour eux et puis surtout la caféine des fois elle a même plus d'effet sur eux tellement ils en boivent donc non là-dessus ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ouais. Avant que Johan ne réponde aux questions de toute la communauté RMC Running qui s'interroge sur différents sujets, est-ce que vous avez des questions pour Yodu? Lucie, Hélène, Mathieu, est-ce que vous avez une interrogation particulière? Non. Non, c'est bon? Ouais, je pense que... Tout est clair? Ouais. Bon, magnifique. Ils sont sereins. Ouais, allons-y alors pour les questions et on vous remercie d'ailleurs tous les RMC runners, parce qu'on va vous appeler comme ça désormais, parce que vous courez, vous pensez et vous écoutez RMC Running. La première question, elle est de Philippe, c'est une vidéo qu'il nous a laissée. Tu vas voir, il va t'expliquer sa problématique et on va voir comment tu réponds, Yodu. On écoute. Salut la team RMC Running, salut à Benoît et à Maître Yodu. J'ai une petite question stratégie marathon pour dimanche prochain. Je cours à Bratislava en Slovaquie où je réside et j'aimerais tenter de passer sous les 3 heures. Et en fait, je me pose la question de la stratégie à adopter, la stratégie de course. J'hésite en fait entre un départ légèrement plus rapide pour passer au semi en 1,27, 1,28 et me donner une petite marge de sécurité pour la seconde partie de course en cas de défaillance ou d'un quelconque problème. En fait, une deuxième possibilité qui serait de respecter purement et simplement mon allure de 4,15 et me caler en mode régulateur et passer au semi en 1,29,40. Voilà, donc la seconde stratégie, je trouve qu'elle me laisse vraiment pas le droit à une quelconque défaillance dans la seconde partie. Et dans la première stratégie, en fait, j'ai peur de payer un départ légèrement plus rapide et de terminer en fait en positive split, quoi. Donc j'ai du mal à trancher, d'où ma question, et j'espère que vous saurez, mais j'en suis certain, y apporter les éclaircissements nécessaires. Voilà, merci pour votre podcast et toutes les bonnes vibes que vous y véhiculez. À bientôt, ciao. Un grand merci à Philippe. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose quand on a un objectif déterminé, Johan. Qu'est-ce que je fais? Je pars précisément sur l'objectif ou je cours un peu plus vite au début, quitte à perdre du temps sur la seconde partie? Ouais. Bah là, je vais avoir du mal à lui répondre parce que je connais pas le marathon de Bratislava, malheureusement. J'ai pas étudié que les Bratislava Boys. Ouais, je connais que les Bratislava Boys, ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas trop quoi répondre parce qu'effectivement, suivant le parcours peut te donner des indices de savoir si tu peux partir vite ou pas. Par exemple, le marathon de Paris, typiquement, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas partir trop vite parce que la deuxième partie du parcours est quand même beaucoup plus difficile que la première. À l'inverse, au marathon de Valence, avec ses 7 derniers kilomètres en faux plat descendant, là, j'ai envie de te dire, vas-y, tu peux prendre des risques parce que si tu exploses, bah, tu peux limiter la casse parce que le parcours est favorable sur la deuxième partie. Donc, vraiment, je pense que le choix... On a perdu le du. Ça va être aussi... la deuxième chose, ça va être aussi son passif. C'est-à-dire que si c'est son premier marathon, à des néo-marathoniens, à quelqu'un qui découvre la distance, j'ai envie de lui dire ne prends pas de risque, cours sur ton allure marathon, enfin voilà, t'es parti sur cet objectif-là, reste là-dessus, prends pas de risque. À l'inverse, si tu en as déjà couru 3-4, que tu as l'expérience de la distance, que tu connais déjà cette sensation quand tu vas arriver au 30e, que tu as déjà peut-être même connu le mur, que tu as eu une défaillance, que tu as l'habitude, bah là, j'ai envie de te dire, vas-y, prends des risques, tente des choses, c'est le moment de mettre des choses en place pour essayer d'aller chercher un RP. Donc prendre des risques, effectivement, ça peut s'entendre. Tu vois, si on prend ton cas, Benoît, effectivement, toi, tu as déjà couru combien? 7-8 marathons? 10. Bah, à un moment donné, 10, voilà, c'est ton 10e, 11e? 11e, là, ça va être le 10 ouais. 11e, ouais. Voilà, 11 marathons. Donc effectivement, toi, tu peux prendre des risques. C'est une discipline que tu connais cette sensation qui va arriver au 30-35e. Voilà, t'es pas novice. Donc si tu me dis j'ai envie de passer plus vite que mon allure de 1 à 2 minutes, attention, hein, le conseil c'est pas de passer avec 5 minutes d'avance, mais 2 minutes d'avance c'est très bien et je suis ok là-dessus, surtout quand la préparation a été bonne. Là c'est ton cas, peut-être que c'est le cas de Philippe aussi. Donc si la préparation a été bonne, si c'est pas ton premier marathon et si le parcours en plus il te permet de finir vite, de pouvoir limiter la casse si jamais t'exploses, bah ouais, vas-y, régale-toi, prends des risques et puis tu verras.
Il y a quelque chose de facile, c'est de faire un point aussi tous les 5 km et de se dire l'allure idéale pour atteindre mon objectif, c'est ça, et de se permettre de passer quelques secondes en deçà à chaque fois et d'essayer de tenir le plus longtemps possible, tu vois, Johan. Plutôt que d'avoir un écart aussi important qu'une ou 2 minutes sur semi, se dire si sur chaque kilomètre je dois courir à 4,15, faut que chaque kilo au début, et j'ai le plus longtemps possible, je les passe en 4,11, 4,12, 4,13, quoi, c'est ça. Ouais, et puis faire un point avec soi-même. Si au 15e kilomètre, tu te dis oh là, mais j'ai l'impression que cette allure-là, je vais peut-être pas la tenir, ne pas avoir peur à ralentir un petit peu le tempo de quelques secondes pour se recaler dans ces allures et peut-être terminer dans ces allures marathon. Mais l'avance que tu auras pris, elle sera toujours là à l'arrivée. Donc effectivement, c'est des stratégies. Tout de même, on en a déjà parlé ici, mais tu as toujours un plan A, un plan B, un plan C. Et dans tes stratégies, tu as aussi de quoi les aiguiller et de quoi les modifier suivant le parcours. Par exemple, à Paris, une fois que tu as passé l'hippodrome de Vincennes, là, au 13 ou 14e, tu as faux plat descendant jusqu'au 22. Donc, si jamais tu passes déjà en avance, dis-toi qu'au semi, tu auras encore plus d'avance parce que là, avec le faux plat descendant, donc voilà, c'est aussi en fonction du parcours. Donc, de ne pas avoir peur à bien étudier le parcours et le profil, C'est simple, dès que vous passerez devant chez Lucie, après ça descend et puis après c'est bon. Après vous attaquez les quais de Seine. Donc on vous mettra un point évidemment pour savoir où elle habite exactement et puis après vous vous direz à partir de là c'est bon. Autre question en vidéo, c'est Eric qui avait une interrogation pour toi, Yodu, écoute. Salut Benoît, salut Dr Love. Alors moi j'ai une question sur l'après-course. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire dans les heures et dans les jours qui suivent la fin du marathon pour bien récupérer. Est-ce qu'on peut imaginer de faire un petit run de récup même quelques heures après le marathon ou plutôt le lendemain? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux éviter les impacts et peut-être plutôt se tourner vers des sports portés comme le vélo ou la natation? Ou alors il faut carrément rien faire du tout pendant plusieurs jours et squatter le canapé avec les chaussettes de compression et le rouleau de massage à portée de main? Voilà. Il nous a mis l'image. Bon courage aux champions. On l'embrasse, Eric, on l'avait encadré pour le 10K Oka, il avait été très bon d'ailleurs sur le 10K Oka. Yodu alors Ouais, effectivement, là c'est pareil, je pense que la décision, là elle est dure à dire, ça va vraiment dépendre de comment tu termines ton marathon. Si tu le termines en ayant fracassé le mur au 25e et avoir fait 17 km comme un zombie sur la fin de course, mon conseil, ça sera vraiment de privilégier la récupération à 100%, aller un peu sur des sports portés, mais oublier la course pendant vraiment presque 15 jours, 3 semaines, tranquillou, où tu vas régénérer et tu vas accepter un peu ça. À l'inverse, si tu as fait un beau marathon, que ça s'est bien passé, que en plus tu l'as terminé en negative split, que sur la deuxième partie tu étais plus rapide, que tout s'est bien passé, pas de défaillance, pas de déshydratation, tu peux pourquoi pas retrottiner légèrement au bout de 10 jours, reprendre comme ça à partir de 15 jours sans aucun problème. C'est propre à chacun, mais le plus important, ça va être quand même de bien, dans les heures qui suivent, de bien s'hydrater. L'alimentation, elle est quand même aussi primordiale dans les heures qui suivent, à savoir beaucoup de protéines, des choses comme ça pour refaire un peu le stock musculaire parce que musculairement, on a été vachement blessé par la course à pied et les traumas. Donc effectivement, faut recharger d'un point de vue protéines, d'un point de vue glucidique aussi, hydratation bien évidemment. Et puis après, c'est plutôt les massages doux, des choses comme ça. Faut vraiment écouter son corps et faut aller courir quand on a envie. C'est vraiment le mot plutôt que j'ai envie de dire, c'est d'y aller quand la tête veut y aller. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller courir, vas-y. Mais après, tu ne dois pas culpabiliser de rester dans ton canapé pendant au moins 15 jours et de te reposer. C'est vraiment, ton cas personnel et ta sensation à la fin de ton marathon qui doit te motiver. Ouais. Lucie, tu avais une question? Ouais, j'ai une question qui m'est venue en vous entendant parler un peu du mur et de la difficulté au 30-35e. Si jamais vraiment ça va pas, est-ce que tu conseilles de marcher pour repartir de plus belle ou alors vaut mieux vraiment éviter de marcher quitte à trottiner très lentement? Non, alors ça dépend à quel moment ça arrive, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ralentir, hein, ça c'est une certitude, il faut l'accepter, et il faut se découper. Je ne sais pas si ça t'arrive au 35e, tu sais qu'il te reste 7 km, tu te dis
je cours 2 km, je marche 500 mètres, je cours 2 km, je marche 500 mètres. Et tu verras que il restera plus qu'un kilomètre à la fin. Donc voilà, se le découper et ne pas avoir peur à ralentir, à baisser l'allure pour peut-être faire descendre le cardio et pour peut-être relancer à un moment donné la machine, parce que le corps humain il est tellement bizarre que des fois il suffit de pas grand-chose pour passer une zone d'orage, hein. Des fois vous êtes complètement sous l'eau et puis il suffit de croiser quelqu'un de sa famille, prendre un gel au bon moment, l'hydratation au bon moment qui va bien, qui vous rebooste, le fait d'avoir ce kilomètre et demi, ces 2 derniers kilomètres et demi en faux plat descendant, c'est pareil, ça peut rebooster aussi et vous redonner un peu des ailes. Donc voilà, il faut faire confiance à son organisme et ne pas avoir peur de ralentir par moment et puis de le fractionner. Il faut le fractionner mentalement en se disant allez, je marche au moins 1 kill, après je me repose, je remarche 1 kill, je me repose. Et le je seul pense que ça peut être une bonne stratégie. Johan, c'est un coach, mais c'est un athlète élite, donc il n'a pas vécu ces situations. Vous avez déjà fait le marathon, Mathieu et Hélène. Juste par expérience, le seul défaut de ça, c'est que quand tu commences à marcher, tu auras toujours la tentation de marcher après. Ouais. Donc peut-être qu'il vaut mieux ralentir l'allure et éviter au maximum de marcher, parce que si ça commence au 25e ou au 30e, tu seras toujours tenté au bout de 500 ou 600 mètres. Au 25e, je suis pas arrivée. Moi. Ah, c'est ça. Ouais. Si ça commence tôt, malheureusement, tu auras l'envie. Et alors, il y a une autre donnée qu'on ne prend pas en considération tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est que tu arrives aussi à un moment où, à partir du 30 ou 35e, autour de toi, il y a aussi des gens qui souffrent et qui marchent. Et ça, moralement, ça peut être dur aussi de voir. Si toi, tu es dans un moment difficile et que tu vois que ça marche ou que ça souffre à côté, tu peux être tenté aussi de ralentir. Mathieu ou Hélène, vous l'avez déjà ressenti ce moment-là? J'ai failli, moi, m'arrêter l'année dernière. Ça craque à côté de vous, quoi. Je cours avec un gars. En fait, on s'est vers le 20e, on était ensemble. On se relayait un peu. Et en fait, on est monté au 35e et j'ai vu que lui, en fait, son corps, il bougeait, mais il avançait plus, en fait. Et psychologiquement, et en fait, j'ai vu qu'il lâchait, en fait. Je me essayé de lui dire, allez, on y va. Ouais. Et moi, j'ai ralenti. J'ai envoyé en plus à Hélène cette semaine les temps de passage à partir du 35e. Oui. Je me suis écroulé, en fait. Et lui, je l'ai pas revu. Et en fait, mentalement, je me suis dit, non, il peut pas à ce moment-là. Je me suis dit, il faut pas que je fasse comme lui. Et comme tu dis, en fait, faut pas. Moi, je me suis pas laissé emporter. Par contre, mais j'ai ralenti drastiquement, quoi. J'ai vu le truc s'envoler. Je dois être un psychopathe, mais moi j'ai regardé aussi les résultats de l'année dernière pour voir quand est-ce que les gens s'écroulaient en moyenne sur les chronos que je vise à peu près. C'est quasiment systématiquement le même schéma. C'est le même schéma à chaque fois. C'est quand tu arrives au 36e, que tu arrives à l'entrée de Roland-Garros, que les kilos commencent à baisser. Quoi. Et c'est là que c'est dur. Et il y a toujours ce regain d'énergie une fois que le Trocadéro est passé. Et hop, que tu as on redescend. Il y a 5 kills. Ouais, musculairement, t'es achevé, mais bon, c'est toujours ce truc aussi puis la foule après, mental de te dire, allez, j'y vais. Tu vois l'arche verte et tout, ça motive. C'est très rare sur le marathon de Paris d'avoir des courbes régulières. C'est pour ça que t'as vu la fin surtout, c'est compliqué. C'est clair. Hélène, tu l'as vécu ce moment où tu vois des gens craquer autour de toi et où mentalement, il faut pas céder? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'étais bien contente de pas avoir marché sur les 2 marathons que j'ai déjà fait, parce que quand à l'arrivée, quand j'ai vu l'état des jambes, quand je marchais, je me suis dit heureusement que je me suis pas arrêtée, même à un ravitaillement, quoi que ce soit, parce que sinon ça aurait été très dur de repartir vu l'état des jambes. Je me suis dit finalement trottiner c'est bien et pas marcher quoi. Relancer la machine là quand t'as les jambes explosées, c'est très compliqué. C'est dur. Et puis on a une dernière question, elle est écrite celle-là, donc je vais vous la lire, celle de Cédric. Yodu, comment tu expliques une différence de rythme cardiaque? Et il donne l'exemple. Moi, j'ai fait un semi avec une moyenne de 169 battements par minute. Quand je vois qu'à côté de ça, Dorian Louvet, donc notre ami Dorian qu'on embrasse, réalise un marathon à 140 battements par minute. Alors Dorian, 140 par minute, je suis quand même, je suis pas sûr des chiffres. Hein. Ouais. Ou alors il a une FC, il a un FC max très bas. Parce que normalement, je pense que sur un athlète comme lui, il doit être à 150, 160. Mais après, c'est vrai que les cardio battent pas. On n'a pas tous la même fréquence cardiaque de repos et on n'a pas tous la même fréquence cardiaque maximale. Donc effectivement, il y a un écart qui existe là-dessus. On a tous entendu parler de normalement la fréquence cardiaque max. Ils te disent 220 moins l'âge. Sauf que moi, je monte encore beaucoup plus haut que ce chiffre-là. Et après, effectivement... Alors que t'es vieux. Alors que je suis très vieux même. Et tu vois, pourtant, j'ai un cœur d'un jeune ado. Donc, tu vois.
Et donc après, bah ouais, et c'est ton pourcentage de fréquence cardiaque max qui va te donner un peu ton allure au marathon. C'est vrai que nous, les athlètes élites, potentiellement, on est capable de courir notre marathon à 85% de notre FC max, quand un coureur lambda, lui, va tenir peut-être aller à 75 ou 80%. Donc ça, c'est propre à chacun. Le plus important chez le sportif, c'est l'amplitude entre ta fréquence cardiaque de repos et ta fréquence cardiaque max. Plus elle est grande et mieux c'est, parce que du coup, tu as plus de zones de travail. Et après, ouais, c'est propre à chacun, c'est le côté héréditaire, c'est un facteur individuel, génétique, mais ça se travaille, hein. Effectivement, plus tu fais du haut niveau, enfin, plus tu t'entraînes, plus tu habitues ton cœur, plus tu le travailles, et plus normalement ta fréquence cardiaque de repos, elle baisse, donc du coup, tu as quand même une meilleure endurance cardiovasculaire, parce que ton cœur est beaucoup plus efficace, ouais. Mais quand tu connais tes zones, c'est là que tu te rends compte aussi de la progression, parce que moi, je sais que je cours le marathon entre 150 et 160 battements par minute, alors que je gagne du temps sur les marathons et que la vitesse augmente. Donc, mais en revanche, je sais que c'est cette zone-là qui me correspond sur marathon. D'où l'intérêt de surveiller la fréquence cardiaque. Comme ça, tu connais tes zones et en fonction de ton entraînement, c'est l'allure qui s'ajuste et non pas le rythme cardiaque, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être sympa de le surveiller. Et moi, je suis à 10 battements au-dessus du tien. Moi, je suis entre 160 et 170. Sur un marathon. Et c'est sur un marathon. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on en parlait en début d'émission par rapport au fait que j'étais déjà dans la fourchette haute sur mes allures marathon. Donc voilà, et ça c'est génétique. Pourtant on a quasiment le même âge, mais c'est la taille du cœur. C'est propre à chacun, ouais. Et dernier mot, juste sur ça, ceux qui surveillent la fréquence cardiaque avec un brassard ou une ceinture, c'est là que vous pouvez surveiller si vous êtes dans le vrai sur votre marathon, parce que s'il y a une vraie dérive cardiaque au bout de peu de kilomètres, c'est qu'il y a un problème, quelque part. Vous êtes parti trop vite ou il y a quelque chose. Vite, ouais. Ou et le stress après. Ou le stress, t'as raison. Voilà. Ouais, de toute façon, sur la ligne de départ, vous serez déjà à 100 BPM sans avoir fait un pas. Donc, c'est ça. Quoi qu'il arrive, ce sera déjà haut. Non, mais c'est ça. S'il fait chaud, en plus, on sait très bien que les conditions climatiques aussi, une chaleur ou beaucoup d'humidité font que le cœur bat plus vite. Donc, il y a plein de paramètres extérieurs qu'il faut prendre en compte, ouais. Yodu, t'as été parfait, comme d'habitude. Un grand merci à Mathieu, notre roi du coca, à Lucie, qui vient de faire sa sortie longue, à Hélène, notre normande. On pense à Arnaud, notre breton, à Mariette également. La semaine prochaine, ce sera les derniers conseils avant ce marathon de Paris, ce Schneider Electric Marathon de Paris, qui aura lieu dimanche la semaine prochaine, le 13 avril. On ne vous lâche pas jusqu'au bout si vous avez des questions. L'adresse mail, le compte Instagram, n'hésitez pas. Et nous, on sera là, évidemment, pour vous donner tous les précieux conseils. D'ici là, bonne prépa à tous. Merci. Et quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.